Pendant des décennies, il a été partout. À la télévision, dans les hôpitaux, lors des événements publics. Il était souriant, excentrique, intouchable. Pour beaucoup, il incarnait une figure familière, presque rassurante. Un homme étrange, certes, mais accepté, toléré, admiré. Son image était soigneusement entretenue. Un personnage public proche du peuple, un bénévole infatigable, un homme qui passait ses nuits à collecter des fonds pour des causes caritatives. Cette façade lui a ouvert des portes que personne ne remettait en question. Des portes institutionnelles, des portes médicales, des portes où l'on n'entre normalement qu'avec une confiance absolue. Dans cet environnement, les règles se sont progressivement dissoutes. Les accès étaient facilités, les contrôles relâchés, les comportements inhabituels excusés au nom du personnage. L'excentricité devenait une protection, la notoriété un bouclier. Très tôt, des signaux ont pourtant existé, des malaises, des rumeurs, des témoignages fragmentés, des plaintes informelles. Rien de suffisamment clair pour déclencher une alerte officielle, disait-on. Rien de suffisamment solide pour briser une réputation jugée trop utile. Ce qui frappe, avec le recul, ce n'est pas l'absence d'information, c'est leur gestion. Les alertes n'étaient pas ignorées, elles étaient déplacées, requalifiées, dilution après dilution, jusqu'à perdre toute force. Le problème n'était jamais nié frontalement, il était simplement repoussé. Les institutions, chacune à leur niveau, ont adopté la même posture. Ne pas faire de vagues, protéger l'image, éviter le scandale. La peur n'était pas tant celle de la vérité, mais celle de ses conséquences. Reconnaître un problème aurait impliqué de reconnaître des défaillances systémiques. Et cela, personne ne voulait l'assumer. Pendant ce temps, le personnage continuait, libre de ses mouvements, protégé par un réseau informel de silence et de complaisance. Plus le temps passait, plus la protection se renforçait, car admettre tardivement aurait signifié admettre longtemps. À ce stade, le scandale n'est pas encore public. Il est enfoui, mais il est déjà massif. Et lorsque la protection devient une habitude, elle cesse d'être une erreur. Elle devient un choix. Avec le temps, les signaux deviennent trop nombreux pour être considérés comme de simples coïncidences. Des comportements déplacés sont remarqués, des situations étranges sont rapportées, des malaises sont exprimés, souvent à demi-mot, parfois avec insistance. Mais chaque fois, la même réponse revient. Ce n'est rien, ce n'est pas grave, il est particulier, voilà tout. Les premières alertes ne prennent pas la forme de plaintes officielles. Elles circulent autrement, dans des discussions internes, dans des échanges informels, dans des notes qui ne quittent jamais certains bureaux. On conseille la prudence. On suggère de ne pas exagérer. On rappelle l'importance de l'image publique. À mesure que les inquiétudes grandissent, un mécanisme bien rodé se met en place. Les témoignages sont isolés, jamais regroupés. Les personnes concernées sont invitées à se taire, parfois pour leur bien, parfois pour éviter des complications. Le problème n'est pas nié, il est fragmenté. Dans certaines institutions, on choisit de déplacer plutôt que de confronter. Changer les lieux, modifier les horaires, limiter les interactions. Tout sauf reconnaître une réalité dérangeante, car reconnaître impliquerait d'agir. Et agir signifierait exposer des responsabilités. Ce qui frappe, c'est la répétition. Les mêmes situations reviennent, les mêmes justifications sont utilisées. L'excentricité devient une excuse permanente, la notoriété, une garantie implicite. Plus le personnage est visible, plus il semble protégé, comme si la lumière empêchait toute remise en cause. Les personnes qui tentent de parler se heurtent à une forme de lassitude. On les écoute distraitement, on minimise leurs ressentis, on leur fait comprendre que soulever ce type de problème pourrait nuire à leur propre avenir. Le message est rarement explicite, mais il est compris. Ainsi, une frontière invisible se dessine. D'un côté, ceux qui savent ou soupçonnent. De l'autre, ceux qui préfèrent ne pas savoir. Entre les deux, un silence entretenu par la peur du scandale, par le souci de préserver des institutions jugées trop importantes pour être ébranlées. À ce stade, le scandale existe déjà dans les faits. Il est répété. Il est connu localement, mais il n'est toujours pas nommé. Et tant qu'il n'est pas nommé, il peut continuer. Car dans ce système, le danger ne vient pas seulement des actes, mais de tout ce qui est mis en place, pour qu'il ne soit jamais confronté. À ce stade, il n'est plus possible de parler d'ignorance. Les informations ne sont plus seulement locales. Elles circulent entre services, entre établissements, entre responsables. Les signalements existent. Ils sont consignés, parfois classés, parfois déplacés, rarement suivis.
Dans plusieurs structures, des discussions ont lieu. Pas pour protéger les victimes, mais pour évaluer les risques, risques médiatiques, risques juridiques, risques d'image. La priorité n'est plus de comprendre ce qui se passe, mais d'éviter que cela ne sorte. Les échanges sont feutrés, les mots soigneusement choisis. On parle de comportements inappropriés, jamais d'agression. On évoque des malentendus, jamais de répétition. Le vocabulaire devient un outil de neutralisation. En changeant les mots, on affaiblit les faits. Certaines personnes tentent pourtant d'alerter plus haut. Elles écrivent, elles demandent des rendez-vous, elles insistent, mais elles se heurtent à une inertie organisée. Les réponses tardent, les décisions sont reportées. Chaque délai est une victoire pour le statu quo. Ce qui se met alors en place ressemble à une chaîne. Chacun protège le niveau supérieur en espérant que la responsabilité ne remontera jamais jusqu'à lui. Ce n'est pas un complot formel, c'est une logique partagée, une peur commune, celle d'être celui ou celle qui déclenchera l'effondrement. Dans ce climat, les victimes sont isolées, on les doute, on minimise leurs paroles, on les encourage à tourner la page, parfois même on les culpabilise. Le système ne les attaque pas frontalement, il les épuise. Plus le temps passe, plus la situation devient intenable. Les alertes se ressemblent trop, les schémas se répètent, les lieux changent, mais les méthodes restent. Et pourtant, rien ne rompt, rien ne tranche. Le silence continue de fonctionner. À ce moment précis, le scandale est complet. Pas dans l'espace public, mais à l'intérieur des institutions. Tout le monde ne sait pas tout, mais tout le monde sait assez. Et lorsque suffisamment de personnes savent assez, le silence cesse d'être une omission. Il devient une décision. À partir de ce point, le silence ne repose plus seulement sur l'inertie. Il devient actif, organisé. Les informations qui circulaient en interne commencent à inquiéter ceux qui contrôlent la communication. Le risque n'est plus hypothétique, il est imminent. Des contacts sont pris avec des rédactions. Officieusement, des conseils sont donnés. On suggère de temporiser, d'attendre des confirmations, de protéger des personnes utiles. Le message n'est jamais formulé comme une interdiction. Il prend la forme d'un avertissement discret, d'un rappel des conséquences possibles. Dans certains médias, des enquêtes avancent. Des journalistes accumulent des éléments. Ils parlent à d'anciens employés, à des témoins, à des proches. Mais chaque pas en avant déclenche une résistance. Des sources se rétractent, des documents disparaissent, des pressions indirectes apparaissent. Le récit public reste figé. La figure protégée est encore présentée comme excentrique, dérangeante parfois, mais inoffensive. Les signaux les plus graves sont dilués dans des anecdotes. Le sérieux des accusations est affaibli par le ton. La confusion est entretenue. Ce qui choque rétrospectivement, c'est la coordination tacite. Personne ne donne d'ordre écrit. Personne ne centralise la censure. Pourtant, les mêmes réflexes se répètent. Éviter le mot juste, déplacer l'attention, gagner du temps. Le système fonctionne parce que chacun comprend ce qui est attendu. Pour les victimes, cette phase est la plus violente, non pas par de nouveaux actes, mais par l'effacement. Leur parole est contestée, relativisée, parfois retournée contre elles. On interroge leurs intentions, leur mémoire, leur crédibilité. Le doute devient une arme. À ce stade, la protection n'est plus seulement une erreur de jugement. Elle est un choix stratégique. Car reconnaître la vérité impliquerait d'admettre une défaillance collective. Des années d'aveuglement, des décisions lâches, des priorités inversées, et cette reconnaissance semble, pour beaucoup, plus dangereuse que le scandale lui-même. La pression monte pourtant. À l'extérieur comme à l'intérieur. Les fissures s'élargissent. Les silences deviennent visibles. Ce qui était dissimulé commence à sentir l'artifice. La chute n'a pas encore eu lieu. Mais le système est désormais en déséquilibre. Et lorsqu'un équilibre repose sur le mensonge, il suffit d'un choc pour qu'il s'effondre. La rupture ne vient pas d'une révélation volontaire. Elle arrive après coup. Trop tard. Lorsque la figure protégée disparaît brutalement, le système perd son point d'équilibre. Ce qui était contenu devient incontrôlable. Les langues se délient, les témoignages sortent, et ce qui était qualifié de rumeur prend soudain une autre dimension. Les personnes qui se sont tues pendant des années parlent enfin, non parce qu'elles se sentent protégées, mais parce qu'il n'y a plus rien à protéger. La peur change de camp, les récits se multiplient, ils se ressemblent, ils décrivent les mêmes mécanismes, les mêmes silences, les mêmes excuses répétées. Les médias réagissent dans l'urgence. Ce qu'ils n'ont pas publié hier devient aujourd'hui impossible à ignorer. Les questions fusent. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu? Pourquoi tant de signaux ont-ils été ignorés?
La défense est maladroite. On invoque le manque de preuves, la complexité, l'époque, des arguments qui sonnent creux. Les institutions se retrouvent exposées, non seulement pour ce qui s'est passé, mais pour ce qui n'a pas été fait. Chaque décision passée est réexaminée, chaque note interne devient suspecte. Les justifications d'hier se retournent contre ceux qui les ont formulées. Ce qui provoque le choc, ce n'est pas seulement l'ampleur des faits révélés, c'est la durée. Des années, des décennies, une répétition rendue possible par une protection systémique. Le scandale n'est plus individuel, il devient collectif. Dans l'opinion publique, la colère remplace la stupeur. Le sentiment dominant n'est pas seulement l'horreur, mais la trahison. Comment a-t-on pu laisser faire? Comment tant d'adultes responsables ont-ils pu détourner le regard? Les réponses tardent. Et lorsqu'elles arrivent, elles sont insuffisantes. Les enquêtes s'ouvrent enfin, mais elles avancent sur un terrain abîmé. Les preuves manquent, les témoins sont fatigués, les faits sont anciens. Chaque obstacle rappelle que l'inaction passée a rendu la justice presque impossible. La chute est totale. Mais elle arrive après les dégâts. Et dans cette affaire, le scandale le plus violent n'est pas ce qui est révélé. C'est ce qui aurait pu être évité. Avec le recul, cette affaire ne peut plus être réduite à une série d'erreurs individuelles. Elle révèle un mécanisme collectif, une structure où le pouvoir, la notoriété et la peur du scandale ont fini par l'emporter sur toute autre considération. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a agi, c'est tout un système qui a laissé faire. Pendant des années, les alertes ont existé. Elles ont été formulées, transmises, répétées. Mais chaque fois, elles ont été traitées comme un problème secondaire, quelque chose à gérer plus tard, quelque chose de trop compliqué, trop sensible, trop risqué pour être affronté frontalement. Ce choix a eu des conséquences irréversibles. En protégeant une image, on a exposé des personnes. En préservant une institution, on a sacrifié des individus. Le silence n'a pas été neutre. Il a permis la répétition. Il a donné du temps. Il a offert une impunité de fait. Lorsque tout a éclaté, la réaction a été immédiate. Indignation, promesse, enquête. Mais cette rapidité tardive n'a pas effacé les années d'inaction. Elle a surtout mis en lumière une vérité inconfortable. Beaucoup savaient. Beaucoup avaient des raisons de parler. Et beaucoup ont choisi de ne pas le faire. Les justifications avancées après coup se ressemblent toutes. Le contexte, l'époque, le manque de preuves, la complexité, des mots utilisés pour expliquer l'inexplicable, pour rendre acceptable ce qui ne l'était pas, pour transformer une responsabilité collective en une succession de malchances. Ce scandale pose alors une question qui dépasse largement ce cas précis. Que se passe-t-il lorsqu'un système devient plus important que ceux qu'il est censé protéger? Jusqu'où peut aller la tolérance lorsqu'elle est motivée par la peur de perdre une position, un statut, une stabilité apparente? Car ce qui a permis cette affaire, ce n'est pas seulement l'abus, c'est l'habitude du silence, c'est la normalisation de l'inacceptable. C'est l'idée que certains risques valent la peine d'être pris, tant qu'ils concernent les autres. L'histoire retiendra peut-être une chute, mais elle devrait surtout retenir un avertissement. Chaque fois que le silence est présenté comme une solution, il devient une complicité. Si ce type d'histoire vous dérange, si elles vous mettent mal à l'aise, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres scandales racontés sans filtre.